Sénatrice Jaffer. Aujourd'hui, je prends la parole pour débattre de l'amendement proposé par la sénatrice Griffin au projet de loi C6. Sénatrice Griffin, je respecte ce que vous aviez à dire hier. Et j'espère qu'après mon discours, vous accepterez qu'on travaille ensemble pour améliorer les formations linguistiques offertes partout. Je me rends souvent au Québec et je constate que les services de formation linguistique offerts au Québec, surtout aux femmes, ces formations offrent aussi un salaire, les services de garde. Et si l'enfant est malade, quelqu'un peut en assurer la garde pendant les cours. Alors, c'est un bon modèle. Ça permettrait à d'autres femmes d'apprendre l'anglais au pays. Alors, j'espère travailler avec vous plus tard. Je sais que les immigrants qui arrivent ici voudraient parler anglais ou français ou les deux langues officielles. Ils veulent communiquer avec leurs compatriotes canadiens. Ma grand-mère est venue ici à l'âge de 99 ans, alors que nous sommes venus comme réfugiés. Elle était si frustrée parce que à la maison, dans son pays d'origine, son premier parent était juste à côté. C'était le voisin. Elle pouvait s'y rendre très facilement. Et elle aurait voulu apprendre l'anglais. Et j'ai enterré ma grand-mère l'année d'après. Elle avait 100 ans et n'a jamais appris l'anglais. Sans connaissance du langage, les immigrants ne peuvent pas communiquer avec leurs voisins. Ils ne peuvent pas demander pour une tasse de sucre. Quand je suis arrivée ici au pays, il y a 42 ans, j'avais du mal à croire que le gouvernement fédéral n'offrait pas de cours dans l'une des deux langues officielles pour les femmes. À ce moment-là, les femmes étaient perçues comme des personnes qui ne se joignaient pas au marché du travail, n'avaient donc pas besoin de parler ni français ni l'anglais. Plus tard, quelques femmes se sont regroupées, ont formé une organisation nationale pour les immigrantes à minorité visible et nous avons formé une organisation pour forcer le gouvernement fédéral à offrir des cours de langue aux femmes immigrantes. Ce qu'il y a de bien dans cette expérience, et j'y repense souvent, c'est que d'un côté, on s'adressait directement au gouvernement et d'un autre côté, le ministre Crombie nous a appris à s'organiser, nous a appris à écrire des lettres au premier ministre, nous a appris à trouver comment organiser des cours de langue pour les femmes immigrantes. Nous n'avons pas réussi, mais en conséquence, nous avons traîné le gouvernement Mulroney devant les tribunaux. À la suite de cette poursuite, des cours d'anglais ont été offerts aux femmes immigrantes. Honorable sénateur, je sais à quel point il est important pour les Canadiens d'apprendre le français ou l'anglais. Mon mantra à ce moment-là, c'était ce qui suit. Comment puis-je emprunter du sucre aux voisins si je ne peux pas parler anglais? J'ai appris au fil des ans que apprendre une nouvelle langue, ça devient de plus en plus difficile avec l'âge. Sénateur, je le sais, vous le savez aussi. Comme la sénatrice Petitclerc l'a dit avec beaucoup d'éloquence hier, elle a dit que c'est difficile d'apprendre des langues. Pour ceux d'entre nous qui essaient d'être bilingues au Sénat, on le sait, il est difficile d'apprendre une autre langue. Très jeune, j'ai appris 6 langues. Mais à ce moment-là, c'était ce qu'on faisait. Mais maintenant, à mon âge, j'ai du mal à parler français couramment. Ce n'est pas que je ne veux pas ou que je ne peux pas, c'est simplement moins facile. Ma perception des choses a donc changé. Je pense que de pouvoir parler, mais sans pouvoir parler anglais ou français, de dire que le Canada est son domicile, c'est la chose la plus importante. Lorsque on considère que le Canada est son chez-soi, on participe à sa croissance.
Bien que je pense encore qu'il soit important de pouvoir demander une tasse de sucre à son voisin soit important, je pense qu'il est encore plus important de pouvoir demander une tasse de sucre aux Canadiens. Je crois qu'on peut travailler ensemble à améliorer notre pays. Nous avons tous besoin de sentir que nous faisons partie du Canada et que nous sommes Canadiens, peu importe les difficultés que nous vivons. Lorsque j'ai posé une question à la sénatrice Griffin sur sa modification, elle a dit que les dispositions sur les motifs de compassion couvreraient les cas où un immigrant a de la difficulté à apprendre une des deux langues. Comme vous le savez, honorable sénateur, les motifs pour raison de compassion ne font pas partie du projet de loi C6. Ils font cependant partie de la modification de la sénatrice McCoy, mais seulement dans les cas de révocation pour fausse représentation ou fraude. Finalement, la seule place où j'ai trouvé des motifs pour compassion, c'était l'article 3 de la loi sur l'immigration où le ministre peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour enlever n'importe quelle exigence pour des raisons de compassion. Bien que ce pouvoir discrétionnaire couvre ces cas, j'ai bien lu les lois et les politiques sous-jacentes qui démontrent que cet article de la loi sur la citoyenneté est très limité dans sa portée. Et il y a beaucoup de preuves pour soutenir cette affirmation. Tout d'abord, une politique de 2016 d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada démontre comment les motifs de compassion peuvent être utilisés. Ce sont des motifs qui se fondent sur les cas extrêmes comme ceux d'handicap physique ou mentaux plutôt que sur les circonstances qui pourraient être présentes dans la vie d'une personne. Par exemple, une personne muette ou aveugle entrerait dans cette catégorie. Lorsqu'on demande d'avoir des exigences retirées pour des motifs de compassion, la note d'information indique que le demandant doit avoir l'avis d'un médecin ou un rapport d'un audiologiste pour prouver qu'ils sont complètement sourds. Honorable sénateur, la politique est claire. Les motifs de compassion ne s'appliquent que pour les personnes qui souffrent d'un handicap physique ou mental qui fait en sorte qu'il est impossible pour cette personne d'apprendre l'une de nos deux langues officielles. Même au-delà des documents politiques, j'ai fait une revue de la jurisprudence hier pour voir s'il y avait des définitions de motifs de compassion. L'affaire la plus récente qui porte sur cette question est Kantasamy contre Citoyenneté Canada, qui a été entendue par la Cour suprême en février 2015. Bien que l'affaire ne porte pas directement sur l'article 5 de la loi sur la citoyenneté, mais plutôt sur la loi sur la protection des réfugiés et des immigrants, l'arrêt de la Cour suprême donne une définition des motifs de compassion. Et l'arrêt démontre que la loi demeure. La Cour a indiqué que ces motifs de compassion font référence à des difficultés inhabituelles. Donc, pour une personne qui... ces circonstances inhabituelles qui les placeraient dans une situation difficile. Donc, cela veut dire la discrimination qui n'est pas de la persécution, du harcèlement ou d'autres difficultés. Les considérations médicales, la violence familiale, les conséquences d'une séparation avec ses proches. Honorable sénateur, encore une fois, même les tribunaux indiquent des limites très précises pour les motifs de compassion. Il faut des... En fait, cela démontre que de demander pour des motifs de compassion pour un demandant est très peu probable. J'ai cherché toute la soirée si je pouvais trouver d'autres choses pour les motifs de compassion. Tout ce que j'ai lu m'indique que ces motifs de compassion ne sont utilisés que pour des situations inhabituelles. Le projet de loi C6 a été étudié par le Comité des affaires sociales et des témoins nous ont fait part de leur grande expertise. Donc, je suis d'abord allé sur le site
du ministère de la Citoyenneté. Ensuite, j'ai étudié la jurisprudence. Et finalement, je me suis rendu à notre autre source d'information, c'est-à-dire le comité. Aya Wogo, directrice de la clinique des affaires juridiques asiatiques du sud-est de Toronto, a témoigné au comité. Madame Go est une avocate très respectée et elle a souvent comparu à nos comités. Elle travaille avec les immigrants tous les jours et comprend extrêmement bien les problèmes auxquels ils font face. Elle a représenté certains des plus pauvres et des plus vulnérables parmi la classe immigrante. Madame Go nous a indiqué à quel point il peut être difficile pour ses clients de répondre aux critères de langue et à quel point ça peut être une déception de ne pas être citoyen canadien. Je pense que sa description des difficultés vécues par une immigrante est un exemple de l'inflexibilité de notre système en ce qui a trait au motif de compassion. La cliente de Madame Go est arrivée au Canada avec son mari et a eu 4 enfants ici au pays. Son mari a pu devenir citoyen canadien puisqu'il a réussi à passer les exigences de langue. Malheureusement, grâce à une dépression postpartum, ça n'a pas été aussi facile pour cette cliente qui a raté l'examen. Elle a ensuite soumis un rapport du médecin pour dire qu'elle avait des problèmes dans l'apprentissage de l'anglais. Un juge de citoyenneté a accepté ces circonstances, mais le ministère de l'Immigration et le ministère de la Justice ont porté la cause en appel sous cause que le rapport du médecin n'était pas suffisant. Madame Go a donc dû défendre cette cliente dans l'obtention de sa citoyenneté. Voici comment Madame Go décrit la situation. Nous nous sommes rendus à la Cour fédérale afin de convaincre le ministère selon l'information que nous avions dans son dossier médical. Ça a pris environ 3 ans. Entre-temps, cette femme avait un emploi. Elle élevait ses 4 enfants et ce, malgré ses difficultés. Elle travaillait à temps partiel dans un restaurant pour aider sa famille et pour essayer de s'intégrer au Canada. C'est pourquoi elle voulait devenir citoyenne. Peu importe les efforts qu'elle consentait, elle n'arrivait pas à passer le test de citoyenneté. Madame Go poursuit en indiquant à quel point cela a été une expérience négative pour cette femme. Elle vivait de la dépression puisqu'elle sentait qu'elle était traitée différemment du reste de sa famille. Cette femme sentait qu'on ne l'acceptait pas dans la société comme étant égale, ce qui a nourri sa dépression et son anxiété. Lorsque le projet de loi C6 propose d'élargir les restrictions de langue selon l'âge, on tient compte des motifs bien plus larges que ceux de compassion dictés dans la loi et tels que mentionnés par la sénatrice Griffin. C6 tient en compte les circonstances d'une femme qui a travaillé jour et nuit pour aider sa famille malgré des circonstances difficiles, mais qui faisaient en sorte que ce n'est pas impossible d'apprendre cette langue. Donc, au lieu de se fier à des motifs de compassion, nous devons permettre à ceux et à celles qui, comme le cas de la cliente de Madame Go, sont dans des situations difficiles. À apprendre le français. En comparaison avec l'apprentissage de mes enfants et de mes petits-enfants. Mes enfants et mes petits-fils sont bilingues. Ma petite-fille et ma belle-fille seront bilingues sous peu. L'autre jour, ma petite-fille de 3 ans s'adresse à son grand-père en lui partageant son inquiétude. Comment fera-t-il pour discuter avec lui s'il ne parle pas la langue française? Pour mes enfants et pour mes petits-enfants, apprendre le français est une tâche plus facile. Ils sont jeunes. Pour mon époux et moi-même, ce fut une lutte ardue, comme je le sais pour tous les individus unilingues
dans cette chambre. J'ai appris que l'idéal est que nous soyons tous bilingues ici et nous avons tous tenté d'apprendre une langue seconde. C'est pour cette raison même que je n'appuie pas l'amendement de la sénatrice Griffin, puisque je souhaite que toutes les femmes... Can I have 5 minutes? Is it agreed, honorable colleagues? 5 minutes, collègues, êtes-vous d'accord? Oui? À notre pays et désire devenir canadienne ne soit pas oublié simplement par un manque de capacité linguistique en français ou en anglais. Je crois que nous sommes tous ici afin d'aller emprunter une tasse de sucre chez votre voisin, et j'y tiens. Nous, nouveaux arrivés, veulent tous avoir un sentiment d'appartenance et notre rôle à titre de sénateur et de sénatrice est de répondre à cette requête. Honorable Senators, it was a few... Honorable sénateur, il y a quelques semaines, je suivais un cours de français. Ma petite fille était présente, elle m'écoutait et elle apprenait elle aussi. Et c'est alors que j'ai dit quelque chose en français et elle s'est tournée vers mon mari et lui a dit « Vous allez être le seul qui ne connaîtra pas le français. » Et mon mari m'a dit « Qu'entendez-vous? Moi, à 74 ans, je ne vais pas apprendre le français. » Ce que je tente de vous dire, c'est que ce n'est pas que les gens ne veulent pas apprendre l'anglais ou le français, mais plutôt que parfois, on ne peut le faire. Pour ceux d'entre vous qui avaient des doutes quant au fait de donner la citoyenneté à un homme ou à une femme de 55 ans, eh bien, laissez-moi vous dire qu'en tant que personne qui a eu l'honneur de recevoir ces papiers de citoyenneté, lorsqu'on devient citoyen, c'est l'équivalent d'une liberté. En tant que citoyenne, je peux me promener sur la rue Sparks, avoir les mêmes droits que tous les autres. Si mon employeur ne me traite pas bien, je peux me plaindre au même titre que les autres Canadiens. Si je vis de la violence à la maison, je peux fuir cette violence. Et encore plus, je peux dire que je suis Canadienne. Merci beaucoup. Senator Jaffer, will you accept a question? Sénatrice Jaffer, voudriez-vous répondre à une question? Sénatrice Cordy? Merci, Madame la Présidente. Hier, lorsque j'expliquais la situation d'une famille de réfugiés que j'ai visitée à plusieurs reprises et des défis vécus par les parents qui tentaient d'apprendre la langue, et en fait, j'expliquais cette situation à la marraine du projet de loi, et elle m'a dit que puisqu'il tentait fort d'apprendre, il pourrait devenir citoyen canadien grâce à des motifs de compassion. Et je notais ce que vous disiez pendant votre discours. Vous indiquez que ceux qui recevraient la citoyenneté sans parler une des deux langues auraient une chance très restreinte d'avoir accès à l'article 5. Je sais que vous et la sénatrice Omidvar ont passé les 24 dernières heures à faire beaucoup de recherches sur la question, donc je vous remercie beaucoup de ce temps accordé à l'étude du projet de loi. Vous avez indiqué que les possibilités étaient très limitées et que vos recherches démontrent qu'on ne peut qu'obtenir les motifs de compassion pour l'obtention de la citoyenneté si on ne peut apprendre la langue en raison d'un handicap physique ou mental. Pour y arriver, il faudrait une note de justification d'un médecin et un test d'un audiologiste. Donc, pourriez-vous nous en dire davantage? Oui, ça m'a surpris. Je vous avoue que je pensais que j'étais assez stupide lorsque la sénatrice hier m'a dit qu'on pouvait faire une demande grâce au motif de compassion. Donc, je me sentais un peu naïve hier. Je lui ai fait confiance. Je me suis dit, s'il y a des motifs de compassion, alors il n'y a pas de problème, on peut changer l'âge. Mais lorsque je suis revenu à mon bureau, j'ai fait des recherches et j'ai constaté que les motifs de compassion ne s'appliquent que s'il y a un handicap physique ou mental. Comme Mme Go l'a dit, elle a porté la cause devant les tribunaux parfois et n'a pas obtenu gain de cause. Donc, de limiter l'application des motifs à un handicap physique ou mental n'est pas vraiment une approche de compassion.
c'est assez difficile pour moi d'apprendre le français, mais au moins, je passe du même alphabet. La première chose que j'ai appris, c'était les mêmes mots en français et en anglais. Mais vous ne pouvez procéder ainsi si vous venez du Moyen-Orient, si vous venez de la Chine ou de l'Inde. Même l'alphabet est différent, tout est différent. Il faut donc plus de temps pour apprendre la langue. Donc, lorsque vous avez parlé des motifs de compassion, si je peux me permettre de terminer rapidement, c'est que la personne qui arrive au Canada à l'âge de 55 ans arrive pour compléter une famille. Et si la famille est heureuse, nous sommes heureux. Merci, sénatrice Jaffer.